Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, je fais juste. Soyez les bienvenus pour ce webinaire. On va se connecter doucement. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans les minutes qui suivent. Donc, on est ravis de vous accueillir. Vous voyez, on a un beau panel pour vous renseigner. Ce que je vous propose, avant qu'on commence, si vous le voulez bien, c'est peut-être dans le chat de nous écrire d'où vous venez, de quelle partie de France ou du monde vous venez. Il arrive que dans les webinaires Azimut, on voyage pas mal, donc ça peut. Bon, là, on va à Angoulême. C'est pas très exotique, mais c'est déjà bien. Sachant que nous avons Christine et Lanou qui sont tout à l'est. Voilà, elles se présenteront tout à l'heure. Poitiers, d'accord, merci. Et puis, ce qui pourrait être aussi utile et pertinent pour nous, c'est si vous avez d'ores et déjà des questions sur cette voie professionnelle, ce bac professionnel, peut-être que vous pourriez les inscrire d'ores et déjà dans le chat pour que, on soit sûr d'y répondre aussi et peut-être que Christine et Anou veillent à répondre à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à nous indiquer si vous avez d'ores et déjà des questions bien précises. Donc d'où vous venez, ça nous intéresse et si vous avez des questions. Si vous levez la main, on peut tout à fait prendre une question. N'hésitez pas à l'oral aussi si vous en avez envie. Voilà. Alors, on se laisse quelques minutes pour laisser le temps aux retardataires d'arriver. Vous avez le temps d'attraper Peut-être mettre un petit peu plus de. un verre d'eau, un café, un thé, une tisane. On a une belle présentation pour vous. Je vois que Luc m'applaudit carrément. Vous êtes content de ce webinaire. Parfait. Alors, d'où vous venez, racontez-moi. Luc, vous avez levé la main, vous voulez parler? Vous voulez Oui, partager? je veux bien. Bonsoir. Bonsoir. J'en profite avant. Parce qu'en fait, j'ai suivi la semaine dernière votre séminaire, votre webinaire sur l'essai technologique. Oui. Et en fait, j'ai un fils en seconde qui est en très grande difficulté cette année. Et on se pose la question entre ouais, techno ou pro et on ne sait pas du tout, quoi. Voilà. Ah bah génial, bah, c'est super, bravo d'avoir pris le temps de se renseigner sur ces deux voies alternatives au bac général, mais qui sont toutes les deux très valorisantes et surtout c'est intéressant de voir si elles peuvent correspondre au profil de votre enfant. Lui, il en Ouais, pense et quoi? merci. Il en pense quoi, Ouais. lui, déjà? Bon, il est à côté de moi là, mais il est un peu. En fait, je pense qu'il était un peu dans le déni au début de l'année parce qu'il voulait rester avec ses copains et tout ça. Puis il s'aperçoit qu'il y a une grosse marche pour la seconde et puis que ça va être compliqué. Donc là, il est plutôt maintenant à être comme nous, à essayer de chercher un peu ce qu'il pourrait faire, quoi. Ok, bah génial, bravo. Maintenant, Bravo. merci à vous en tout cas. Bravo de la qualité de vos podcasts et interventions. Je trouve vraiment super. Ah, Merci. bah, c'est sympa, merci de ce retour. Alors, on n'est pas très nombreux, mais on va dire qu'on est les meilleurs. Et puis de toute façon, on enverra le lien pour le replay aussi à ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et ensuite on va se présenter. Surtout, je voudrais présenter nos invités qui vont être celles qui vont parler ce soir. Et pour la première fois dans un webinaire Azimut, on a le témoignage d'une jeune élève. Donc ça, j'en suis très fière. C'est une suggestion de Christine d'inviter Nanou qui est avec elle. Et franchement, je pense que ça va faire toute la différence d'avoir un retour d'expérience vivant et pas théorique seulement. Voilà, donc c'est super. Merci Christine de cette belle initiative et merci Nanou d'être là avec nous ce soir. Avec plaisir. Alors, écoutez, je vois pas d'autres gens dans la salle d'attente, à moins que je me trompe. Non, pour l'instant, non. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais proposer à Christine, qui a une carrière passionnante, de se présenter. Euh, Et puis, alors je vais peut-être juste moi me présenter, comme ça ce sera fait, et puis ensuite je laisse la parole à Christine. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas,
ceux qui sont pas là à tous les webinaires, toutes les semaines, tous les jours. Les autres, je suis Perrine Corvézier. J'ai fondé Azimut il y a 4 ans avec ma fille Charlotte, qui maintenant fait ses études supérieures et en troisième année d'une école de commerce. Je suis maman aussi d'un enfant qui est en seconde, que j'ai évacué dans un système anglais pour une petite année, faire une année de césure avant qu'il revienne. Et voilà, et donc je peux me consacrer plein temps à mon travail qui est Azimut. Et Azimut, l'idée, c'est d'être le guide pour une orientation pour les parents. Voilà, d'aider les parents sur l'orientation à travers des podcasts, ainsi des webinaires, des fiches téléchargeables, un calendrier, tout ça, c'est gratuit pour les parents. Donc ça, c'est des belles ressources pour les parents. Voilà. Alors, on va commencer par Christine. Christine, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu qui tu es et pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui pour nous parler de cette voie professionnelle? Ok, merci. Merci Perrine de nous donner la parole et de mettre en lumière cette belle voie de formation que l'on nomme la voie professionnelle. Donc, qui je suis? Eh bien, je m'appelle donc Christine Schmuck. Au départ, moi, j'ai fait des études en biotechnologie, puisque j'étais une passionnée du corps humain, des microbes, du plus petit au plus grand. Mais j'aimais toujours beaucoup enseigner, transmettre. Et donc, au bout de 6 ans, du jour au lendemain, j'ai quitté mon poste de technicienne de laboratoire. Et puis, je suis rentrée dans l'éducation nationale. Donc, j'ai enseigné pendant 22 ans. Et enfin, oui, un petit peu moins quand même, puisque j'ai assuré différents postes dans l'éducation nationale. En tout cas, j'ai commencé en étant professeur de biologie, SVT, en quatrième et troisième qu'on appelait technologique à l'époque, au siècle dernier. Ça parle peut-être à certains. Et pour ensuite mettre en place dans le lycée où j'étais un bac sciences et technologiques de laboratoire. Donc, c'était vraiment pouvoir transmettre tout mon métier, toutes mes formations et mes connaissances donc, au service de ce bac qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et donc en 2012, j'ai occupé le poste de directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique. Donc pendant 5 ans. Et ensuite, voilà, j'ai voulu terminer ma carrière en me disant, bah, je vais prendre un poste de direction. Donc j'ai été pendant 5 ans chef d'établissement. Et en septembre 2022, eh bien, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale après 24 ans de bons et loyaux services. Je suis quelqu'un qui a toujours été dans l'innovation pédagogique, faire un petit peu les choses autrement, être là pour les élèves qui ont, que l'on dit à profil atypique. Je ne sais pas forcément qui est atypique dans tout ça, parce que finalement, étant donné qu'on est unique, ben, on l'est tous. Je me suis formée en neurosciences. J'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans sur un projet avec Pascal Toscani et Jean-Philippe Lachaud sur l'attention au service de la pédagogie. C'était un projet incroyable de travailler avec des chercheurs. Et donc, voilà, voyant que dans ce système, c'est difficile de faire les choses hors cadre, eh bien, pour les 6 dernières années ou 7 dernières années qui me restaient à travailler, j'avais encore envie de faire autre chose. Et donc, du coup, bah là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et donc, j'ai créé la bulle et je fais de l'accompagnement à l'orientation, la réorientation, voilà, pour les 13-25 ans, on va dire, hein. Et puis, tout ce qui est apprendre à apprendre, parce que la méthodologie, ben, beaucoup de jeunes n'en ont pas. Dédiaboliser Parcoursup, qui est un formidable outil quand on sait bien l'utiliser, comment l'utiliser, qu'on a bien anticipé. Et puis préparation aux oraux, c'est-à-dire un petit peu tout ce qui peut manquer dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, et puis j'ai un réseau professionnel assez conséquent
et puis également associatif, puisque je fais pas mal de bénévolat à côté de tout ça. Voilà pour qui je suis. Nanou, je te laisse la parole. Oui. Une page pour toi. Alors moi, je suis Nanou Bûcher, j'ai 17 ans et je suis élève en première bac pro à SSP. Donc, Alors, ASSP, ça veut dire quoi, Nanou? oui, ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc c'est un bac pro dans le domaine du social. Voilà. Ok. Et Ça a été comment tu veux bien nous partager comment s'est passé ton collège? mon collège, oui. Alors ça s'est pas passé très très bien au niveau de mes relations notamment parce que je me suis fait harceler pendant 3 ans sur 4. Donc ça a été un parcours compliqué au niveau du collège. Ok. Mais Et comment est-ce que Non, pas scolairement. Voilà. scolairement, ça allait bien? Tu avais Scolairement, ça allait bien. des bonnes notes? Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans cette voie, enfin dans ce bac-là, en fait? Alors moi, j'ai fait une seconde générale. Mm. Et après cette seconde générale, euh, j'ai j'ai décidé de faire une année de pause parce que je ne me voyais pas continuer dans cette voie générale qui voilà, a été pesante pour moi. Je ne me reconnaissais plus en fait dans ce domaine. Et donc, j'ai décidé voilà, de faire cette année de pause. Et en me renseignant, en faisant des recherches, en essayant de voir ce qui pourrait plutôt être dans mon domaine, eh ben, j'ai trouvé ce bac pro et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Ah bah super, merci beaucoup. Nanou, ce que je te propose, c'est vraiment quand tu as des choses à rajouter sur ce que Christine partagera, bah, de ne pas hésiter à nous faire aussi ce témoignage de ce que tu ressens, tu vis, tu apprécies, tu n'apprécies pas. Voilà. D'accord, Un des critères sur les webinaires Azimut, c'est qu'on parle sans langue de bois. Donc, on a le droit de dire aussi ce qui nous plaît pas, ce qui est pas sympa, ce qui est pas cool. Voilà, on le dit aussi. On dit aussi la partie, voilà, pas un peu compliquée parfois du quotidien. Donc, faut pas hésiter à le dire. D'accord? d'accord, avec plaisir. Allez, on continue, on avance sur tout le programme. On va aller euh, parcourir tous ces sujets-là que vous voyez listés. Vous le voyez bien, mon PowerPoint? Mhm. Donc, on a les diplômes, dans quels établissements on peut faire un bac technologique, pour quel statut de formation, avec quels enseignements, quel parcours, quels sont les profils d'apprenants, et puis le témoignage. Voilà, on aura plein de slides à passer. N'hésitez pas, donc au fur et à mesure, peut-être à noter vos questions dans le chat, et on prendra le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble de vos questions après. Allez, on avance sur Christine, je te laisse la parole, et tu me dis surtout quand tu veux que je passe les slides. Ok. Alors, lorsque l'on parle de la voie professionnelle aujourd'hui, ça concerne essentiellement le pré-bac, c'est-à-dire toutes les années qui sont avant l'obtention du baccalauréat. Ça ne va pas concerner l'enseignement supérieur. Euh, Bien que, si aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, c'est que la voie professionnelle n'est pas toujours forcément bien vue dès l'instant par les jeunes ou leurs familles, dès l'instant où on parle de pré-bac. Par contre, dès qu'ils sont dans l'enseignement supérieur et dès qu'ils le peuvent, ils partent dans l'apprentissage. Ils se forment par apprentissage, donc ils se forment par une voie professionnelle finalement. Mais Mm. cela dit, voilà, c'était important de poser le cadre. Cette voie professionnelle dont on va vous parler, c'est vraiment celle que l'on dit du pré-bac, qui va de la troisième prépa métier jusque, donc à l'obtention d'un baccalauréat professionnel, si bac il y a, puisqu'il y a d'autres formations. En tout cas, la voie professionnelle, ce qu'elle a toujours été, mais ce qu'elle est d'autant plus aujourd'hui, et c'est ce qui va vraiment répondre aux attentes des métiers de demain, c'est un ensemble de compétences, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et aujourd'hui, les entreprises, certes, elles recherchent des gens diplômés, mais avant tout,
elles ont besoin de gens qui ont un ensemble de compétences, qu'elles soient pratiques, techniques, théoriques, de travail en équipe. Bref, c'est un tout, et notamment par rapport à une grande adaptabilité pour pouvoir rebondir en fonction de ce qui va être proposé aux jeunes aujourd'hui. Et moi, je suis quand même assez surprise de voir quand même, bah, on le partage partout, sur les médias, dans les jeunes qu'on peut rencontrer, de gens qui, après une école d'ingénieur, après avoir fait des parcours que l'on dit brillants, ben, tout d'un coup se mettent à faire un CAP boulanger, un CAP coiffure, un brevet des métiers d'art, enfin voilà. Parce que on veut peut-être aussi, je crois, mettre davantage de sens dans le travail que l'on fait. Et donc, bah, cette voie professionnelle, elle répond justement à un métier qui a du sens pour soi, mais aussi du sens pour les autres, pour la société, etc. Tu peux passer là. Et d'ailleurs, les programmes de la voie professionnelle, que ce soit lors des stages, lors des évaluations ou lors des examens, sont basés sur l'évaluation par compétences. Alors, quels sont les diplômes que l'on peut y faire? Il faut quand même savoir que la voie pro, c'est quand même plus de 100 bacs pro et plus de 200 spécialités de CAP, dont beaucoup dans les métiers d'art. Donc, c'est quand même pas anodin. Ça, c'est pour ce que l'on connaît, on va dire ce qui est le mieux connu du grand public. Après, il va y avoir des diplômes qui vont être spécifiques à tout ce qui est effectivement les métiers d'art, qu'on va appeler les brevets des métiers d'art. Qui vont suivre, par exemple, un CAP, qu'on fait dans une continuité d'un CAP. On va avoir aussi des titres RNCP, c'est-à-dire des titres de diplômes qui sont inscrits au registre national des compétences professionnelles pour faire ce qu'on appelle des certificats de qualification professionnelle. Euh, on va trouver aussi ce qu'on nomme les certificats de spécialisation. Alors ça, c'est une nouveauté depuis janvier 2025. C'est ce qui remplace les mentions complémentaires. Je vous donne par exemple un exemple. Un élève peut très bien dire je fais un bac pro cuisine et ensuite se faire une certification de spécialisation pour être traiteur. Voilà, c'est des compléments de formation au bac pro et qui peuvent se faire dans la continuité des études ou même tout au long de la vie dans le cadre de la formation, de l'évolution de la formation professionnelle. Et puis d'autres métiers qui vont demander non pas d'avoir des bacs professionnels parce qu'il n'en existe pas, mais plutôt des brevets professionnels, ce qu'on appelle les BP. Par exemple, c'est le cas dans le cadre de la couture, de la coiffure. Et puis ensuite, ben, selon ce que l'on veut faire, ça va demander d'avoir des compétences plus pointues, d'être plus expert. Quand on confie nos têtes à un coiffeur, bah, on ne lui confie pas n'importe quoi, on lui confie quand même quelque chose qui est important et on a envie d'avoir quelqu'un bah, qui va être spécialisé dans les couleurs, spécialisé dans certaines coupes, enfin voilà, qui va s'adapter aujourd'hui par exemple, il y a des mentions spécifiques pour l'accompagnement des personnes qui ont des pathologies en lien avec les pertes de cheveux. Voilà, donc tout ça demande d'être formé, compétent, expert dans ce que l'on fait. Christine, une précision sur le brevet professionnel. Le brevet, c'est lié à la classe de troisième ou ça n'a Pas rien à du tout. Ah non, non. voir? Un BP, c'est vraiment un brevet professionnel qui se fait en général après un CAP. Par exemple, je parlais du domaine de la coiffure. C'est dans des domaines bien spécifiques où D'accord, il ok. n'existe pas, par exemple, de bac pro, par exemple. D'accord, donc Il c'est le demande quand même. même un certain niveau de compétences, de savoir-être, de savoir-faire,
et qui est exigé, par exemple, lorsque on doit s'installer en tant que personne libérale ou créer son commerce ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc, c'est juste parce qu'il y avait le même mot, mais c'est un même mot, Ah mais non, non, pour, c'est deux pas choses. du tout. D'ailleurs, le brevet, en fait, on parle du brevet, mais c'est le DNB. Ouais. Hein. Voilà, on a gardé cette appellation de brevet, mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste, puisque c'est le diplôme national du brevet des collèges. Hein. Donc le brevet, mais ça n'a rien à voir avec le brevet que l'on passe en fin de troisième. Ok, on avance? On avance. Alors, quels sont les établissements dans lesquels on peut suivre une voie professionnelle? Tout le monde connaît les fameux lycées pro, qu'ils soient privés sous contrat, qu'ils soient de statut public. Mais on parle souvent très peu des établissements agricoles. Donc les lycées professionnels vont dépendre du ministère de l'Éducation nationale, alors que tous les établissements agricoles, et y compris les MFR, maisons familiales et rurales, vont dépendre du ministère de l'Agriculture. Voilà. Il existe aussi ce qu'on appelle les CFA, donc les centres de formation pour apprentis, puisqu'aujourd'hui, la voie professionnelle peut se suivre de deux façons différentes, mais que je vous expliquerai tout à l'heure. Il y a également la formation par les compagnons du devoir, qui peut aller du CAP jusqu'au master, jusqu'au titre d'ingénieur. Donc, il y a une formation à part où là, le savoir-être, savoir-faire et les savoirs sont très prégnants. Hein. C'est quelque chose d'ancestral, les compagnons du devoir. C'est la Ouais. transmission des pairs euh, aux apprenants. Et ce qui est très peu connu, c'est ce qu'on appelle les écoles de production. C'est-à-dire que une entreprise, une grande maison, par exemple, va transmettre son savoir, son métier, va former des professionnels pour pouvoir éventuellement les recruter après. Et donc, on appelle école de production parce que les individus qui vont rentrer dans ces formations vont apprendre un métier, mais en lien avec une entreprise. Je vous donne un exemple, la maison Hermès, pour le travail du cuir, a ces écoles de production, des partenariats avec des écoles, et on en a une par exemple du côté de Montbéliard, où on est là pour transmettre un savoir-faire très particulier qui est, on va dire, spécifique à cette grande maison du cuir. J'étais à un salon samedi où j'ai vu le Crédit Agricole qui a, bah, je crois aussi, sa propre école de production sur les métiers de la banque et de l'accueil dans la banque. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, la formation n'est pas liée qu'à l'éducation nationale ou le ministère de l'Agriculture, mais ça peut être aussi proposé par les entreprises. C'est le cas par exemple chez Ettore Bugatti, dans le Bas-Rhin. Enfin, voilà, pour répondre à une spécificité de formation euh, du fait de ce qu'ils vont, du niveau de qualité, d'expérience, de- d'excellence que va requérir leur entreprise. Par exemple, on a les cuisines Schmitt en Alsace qui, eux, ont leur formation pour former leurs propres euh, menuisiers ou leurs propres agenceurs. Voilà. On avance sur les statuts de formation? Oui. Puisqu'aujourd'hui, lorsque l'on veut se former par la voie professionnelle, on peut le faire de deux façons. Donc, on est soit à 100% sous statut scolaire, donc on est dans un lycée, donc on dépend du calendrier de l'éducation nationale,
des diplômes de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture. En tout cas, la formation est 100% en établissement scolaire. Ensuite, il y a la possibilité de le faire par apprentissage. Donc là, à ce moment-là, on a le statut d'apprenti. Donc l'élève étant l'apprenant, puisque maintenant on parle d'apprenant plutôt que d'élève, va avoir un temps en entreprise et un temps en CFA, Centre de formation pour apprentis, où là, il va travailler une partie des matières professionnelles et les matières générales. Il faut savoir que l'un comme l'autre, quel que soit le statut, ils vont passer exactement le même diplôme au même moment. Et en fait, depuis quelques années, s'est mis en place ce qu'on appelle la mixité de parcours ou la mixité de public. C'est-à-dire qu'un élève peut très bien commencer sa seconde professionnelle sous statut de formation initiale, donc d'élève, et à partir de la première ou de la terminale, eh bien, passer sous contrat d'apprentissage et donc terminer sa formation en tant qu'apprenti. Donc, soit il rejoint pleinement un CFA, soit il reste dans son établissement scolaire, et c'est là qu'on parle de mixité de public, parce qu'il peut arriver que dans une même classe, on ait des élèves et des apprentis. Ça marche aussi pour le post-bac, notamment dans le cadre de certains BTS. Toi, Nanou, tu es en formation initiale, tu es 100% Oui, à l'école? oui, Ok. Parce que c'est un autre défi aussi, quand même, d'avoir aussi le contrat d'apprentissage, j'imagine. Oui, tu veux dire quelque non, c'est chose? bon. Ouais. Alors oui, parce que en fait, quelle que soit la forme le statut sous lequel on veut se former, c'est très important de connaître, je dirais, les avantages et les inconvénients de l'un comme de l'autre, et de le choisir en fonction de ce qui correspond à l'individu. Il faut être prêt pour l'apprentissage. Il y a une Mm. question de maturité. C'est pas juste je vais en apprentissage parce que je n'ai plus envie d'aller à l'école. Il y a d'autres contraintes derrière. Et ça, c'est vraiment important de bien le mesurer avant de faire son choix. C'est quoi? C'est une question d'autonomie, de charge de Oui, travail aussi? d'autonomie, de charge de travail, on répond pas aux mêmes exigences Oui. et souvent ils se disent je vais en apprentissage pour fuir l'école, c'est-à-dire je ne suis plus assis sur une chaise, voilà, je me forme autrement. Parfait. Mais à côté de ça, ça demande un travail de, autonome, de travailler tous les savoirs. Et ça, c'est en dehors du temps scolaire, en dehors du temps d'apprentissage, Mm. puisque au final, ils vont passer les mêmes épreuves. Ok, bravo, on avance. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, lorsqu'on est en voie professionnelle, que ce soit un CAP, que ce soit un bac pro, euh, il y a une part d'enseignements généraux et une part d'enseignement professionnel. Les enseignements généraux qui vont travailler sur toute l'année de seconde, première et terminale et qui vont être évalués à l'examen par des épreuves, un temps en formation, pardon, en contrôle continu et en temps en épreuve finale. Et ensuite, donc ça représente à peu près 33% des enseignements, de l'enseignement. Ensuite, une grande part quand même de l'enseignement professionnel. Et puis, ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, qui représentent environ 22 semaines sur le cursus des 3 années lorsque l'on va en bac professionnel. Nanou, je te laisse expliquer si tu as envie de dire par rapport aux matières. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un grand changement quand même quand on passe par exemple de la voie générale à la voie professionnelle. On n'a pas du tout les mêmes matières. Et c'est vrai que par exemple la PSE, je connaissais pas du tout. Et c'est une Qu'est-ce matière. que c'est la PSE? C'est quoi les mots qui veulent dire PSE? PSE, oui, c'est prévention, santé et environnement. Donc par exemple, on va travailler sur qu'est-ce que le stress par exemple, ou bien les IST, les MST, etc.
Et oui, l'enseignement professionnel aussi, j'ai découvert ça cette année. Donc c'est en rapport avec le bac pro qu'on a choisi. Donc c'est des mises en situation, on travaille aussi sur les stages qu'on va faire, on se prépare aux stages et puis voilà. Ensuite, il y a les périodes en formation, les périodes de formation en milieu professionnel. Donc ça, c'est les stages. J'en ai déjà effectué un cette année, le tout premier, en maison de retraite. Donc c'est 4 semaines ou 3, ça dépend. Mais là, c'était 4, donc c'est un mois. Et puis les enseignements généraux, oui, qui ne changent pas. C'est de la générale de la voie générale à la voie professionnelle, ça ne change pas. C'est les mêmes. Là, ce Là, sont nous, le stage, c'est l'école qui te le trouve et qui vous affecte à des maisons de retraite, par exemple, ou est-ce que c'est à chacun d'entre vous d'aller démarcher des maisons de retraite pour trouver le stage? Alors, ça dépend. On a une liste, un tableau avec différents endroits qui sont justement disposés ou pas à prendre des stagiaires, c'est-à-dire on nous indique dans les cases s'ils peuvent prendre ou pas, c'est-à-dire qu'on sait d'avance si on peut contacter ou pas la maison de retraite. Et, D'accord. et à part ça, on nous dit quand même qu'on peut démarcher de notre côté. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus facile de s'appuyer sur le tableau qu'on nous donne. Ok, merci. Alors, en fait, la voie qu'a suivie Nanou de soins et services à la personne, elle est assez particulière, puisque ça va de la petite enfance jusqu'à l'adulte non autonome. Et quand on travaille, par exemple, en partenariat avec des services hospitaliers, en général, d'une année sur l'autre, on va rencontrer le cadre hospitalier. Ils sont habitués à prendre les élèves, ils connaissent les profils d'élèves des établissements, ils connaissent eux leurs besoins et ils vont nous dire, bah voilà, pour ce service, on peut avoir à telle période euh, euh, un élève de bac pro SSP parce qu'ils reçoivent aussi les élèves des aides-soignantes, les soins infirmiers, les médecins, etc. Donc, en général, c'est plus travailler en amont, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il arrive que ce soit les élèves qui aussi vont proposer eux-mêmes un lieu de stage. Et puis, ce qu'il faut savoir quand même dans la voie professionnelle, on en parle très peu, mais il y a aussi un dispositif Erasmus. On peut très bien aller faire des stages à l'étranger sans aucun problème avec des partenariats euh, dans les pays européens. Par exemple, ici, nous, on est donc en Alsace. Nos élèves peuvent aller faire des stages. Il y a un accord tripartite entre le sud de l'Alsace, ce qu'on appelle le Bade-Wurtemberg allemand, et la région de Bâle. Et ça leur donne une certification complémentaire, justement, d'avoir été faire tout ou partie de leur stage dans un pays qui n'est pas forcément francophone. C'est hyper intéressant. T'as pas parlé peut-être des modalités d'enseignement, je pense qu'ils sont en bas, la co-intervention, l'accompagnement personnalisé et le chef-d'œuvre. Nanou, tu vas en parler? Oui, alors ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas en général. La co-intervention, c'est donc un cours avec le professeur de matière professionnelle et un professeur, par exemple, de français ou de maths. Donc, c'est mélanger les matières professionnelles avec les matières générales. Donc, pendant le cours, on va essayer d'associer les deux, c'est-à-dire, par exemple, en français, en ce moment, on écrit, enfin, en co-intervention français, on écrit un poème qui doit être une lettre de motivation. Donc en gros, on va essayer d'écrire cette lettre sous forme de poème. Donc ça mélange le professionnel et le français. Pareil en maths. Voilà, nous on a co-intervention français et maths. Ensuite, on a l'accompagnement personnalisé, donc c'est 2 heures par semaine. Et en général, on prend du temps avec notre enseignant pour parler des différentes difficultés qu'on peut retrouver en cours. Et puis voilà, on prend du temps pour discuter et, euh,
et voilà, c'est agréable de pouvoir parler de ce qu'on ressent avec les professeurs. On prend aussi le temps de discuter des stages, c'est parce que c'est important. Et voilà. Et le chef-d'œuvre, nous, on appelle ça chez nous réalisation de projet, mais c'est la même chose. En gros, on essaie de monter tous ensemble, toute la classe, essaie de monter un projet qui peut se faire soit dans le lycée, et dans notre formation, ça peut être en maison de retraite, ou on peut aller en école maternelle, par exemple, pour présenter un projet qu'on aura mis en place tous ensemble dans la classe. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement dans les bacs pro type menuiserie, on imagine bien à quoi peut ressembler un chef-d'œuvre. Ouais, Et puis quand on voit les reportages sur les compagnons du devoir, on voit leur chef-d'œuvre incroyable, leur réalisation incroyable. J'avais plus de mal à l'imaginer dans une fonction de service, mais donc tu viens de très bien l'expliquer. Merci beaucoup, Nanou. Bah, par exemple, quand j'étais proviseur, le professeur d'art appliqué avait fait des projets avec le professeur de commerce et chaque élève avait créé, personnalisé des baskets. Mais il y avait des choses absolument magnifiques. Là, vraiment, ils font ressortir leur créativité, ça donne vraiment du sens. Ils avaient fait un autre projet, c'était sur le thème des vitrines, avec des anciennes boîtes de chaussures et que sur de la récupération, sur le thème du luxe. Ils avaient donc créé une vitrine. Alors, ça pouvait être pour Chanel, ça pouvait être enfin, toute grande maison, voilà, et donc ils avaient étudié l'histoire de ces grandes maisons. Enfin voilà, c'est vraiment, en fait, ce qu'on ne voit pas toujours de la voie professionnelle, c'est que c'est vraiment des enseignements concrets. La façon de faire cours en voie pro n'est pas du tout celle de la voie générale. On est beaucoup dans le, à mettre en relation les savoirs avec les savoir-faire ou avec les savoir-être. On est très exigeant sur le savoir-être. Surtout pour des jeunes, par exemple, comme Nanou qui a été dans les EHPAD, il faut les informer de ce qu'est le secret professionnel, du respect de la pudeur des personnes. Il peut arriver qu'ils soient confrontés à des choses très difficiles, un décès d'un individu, enfin, et donc c'est aussi les préparer à tout ça. Parce que euh, ça aussi, c'est les élèves quand ils vont en entreprise, ils sont l'image du métier, l'image de la formation, l'image de l'établissement. Mm. Et donc, on est très à cheval sur le savoir-être. Ok, hyper intéressant. Allez, on avance. C'est là, on a un beau schéma. Ben oui, oui, oui. Il est très beau parce que c'est bien pour montrer les passerelles possibles, puisque après le collège, euh, on peut rentrer en seconde professionnelle, rejoindre une première technologique. Après une seconde générale, on peut rejoindre une première technologique. Après un CAP, il y a des élèves qui font 2 ans de CAP qui rejoignent ensuite une première professionnelle. Enfin, je veux dire, le champ des possibles, il est relativement large aujourd'hui. Pour qu'au final, euh, l'arrivée puisse être la même, euh, mais avec des parcours différents, adaptés et qui correspondent à vraiment à ce dont a besoin chaque élève ou chaque apprenant à partir du moment où c'est lui qui a choisi sa voie. Et c'est pas le système qui l'a choisi pour lui ou sa famille qui lui a imposé. Dès l'instant où c'est une formation choisie, moi j'ai vu des élèves qui ont fait des parcours mais absolument incroyables, qui aujourd'hui sont des directeurs d'agence, dirigent des magasins, sont cadres infirmiers, enfin, mais ils avaient besoin de passer et de se former autrement. Donc il n'y a rien de figé. La difficulté, c'est quand même de trouver le lycée ou les lycées qui proposent
ces différentes voies pour pouvoir éventuellement faire ces passerelles. Voilà, alors, il y a enfin, une double difficulté, oui et non. Mais c'est sûr que c'est pour ça que parfois, lorsqu'il sort de troisième, il faut qu'il soit prêt. Euh, Dans le sens où, comme il y a plus d'une centaine de bacs Mm, pro ou 200 CAP, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un lycée qui fait tout ça. mm, mm, On ne parle plus ici de lycée de secteur comme pour le lycée général. Euh, Vous demandez une affectation spécifique, que vous passiez par l'éducation nationale dans le cadre de l'enseignement public ou au travers d'un établissement privé. Chaque établissement va avoir une coloration par rapport à des domaines de métier bien spécifiques. D'accord? Donc, c'est clair qu'il y a certains bacs pro ou certains CAP, c'est pas à 5 kilomètres de chez soi. Ça demande parfois de rejoindre un internat, de quitter un département. Et donc ça, mais c'est comme quand comme quand les élèves arrivent sortir du bac général, qui sont obligés de partir euh, étudier à 100, 150, 200 kilomètres de chez eux. Il n'y a pas toutes les formations partout. Sauf qu'on n'est peut-être pas prêt de la même façon à 15 ans qu'à 18 ans. Et donc, c'est aussi ça, peut-être qui peut parfois être une problématique, c'est la méconnaissance des bacs pro, la méconnaissance des CAP, mais surtout, ben, voilà, l'établissement vers lequel on a envie d'aller, quelle porte on a envie de pousser. mm. Ouais, très intéressant, effectivement. Et On là, avance. il faut vraiment s'ouvrir le champ des possibles. Ouais. Vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et puis on y répondra au fur et à mesure, enfin à la fin, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Alors, quel profil d'apprenant, d'élève ou d'apprenti, enfin, qui est-ce qui, pour la voie professionnelle, pour qui est-ce qu'elle est faite? Bah déjà, faut aimer tout ce qui est apprentissage concret. On n'est pas dans la pure théorie. Il faut aimer les apprentissages qui ont du sens. Il faut aimer s'impliquer, soit corporellement, dans le cadre des métiers de la sécurité, par exemple, ou bien dans le cadre de ses habilités kinesthésiques, manuelles, quand selon le profil de métier qu'on va faire. C'est aussi le relationnel, travailler en équipe. C'est rare qu'on travaille tout seul dans ces voies-là. Et puis, il faut vouloir apprendre et réussir autrement. Euh, voilà, c'est vraiment une pédagogie qui est vraiment basée sur le sens. Et pour beaucoup d'élèves, ça leur parle vraiment. Et puis, accepter de commencer à se professionnaliser. Même si il y a certains élèves qui vont choisir un bac pro ou un CAP qui vont changer après. C'est pas impossible. On s'enferme pas forcément dans une voie. Et vouloir découvrir de nouveaux terrains d'apprentissage, c'est-à-dire l'école, mais aussi l'entreprise, avec ses codes et ce que l'on attend d'eux, y compris ce que je vous disais tout à l'heure à l'international, pour pouvoir mettre en avant son savoir-être et son savoir-faire. Mm. Ouais, Nanou, très est-ce que intéressant. tu veux rajouter des choses? Mhm, tout est dit. Je trouve que c'est complet. Merci. À quel moment, Nanou, tu as dû justifier du fait que toi, tu aimais les apprentissages concrets, que tu avais envie de commencer à te professionnaliser, etc. Tu as eu un entretien pour le stipuler ou tu as dû l'écrire dans une lettre? Pour le lycée où je suis Oui. actuellement, oui, j'ai eu un entretien avec le directeur. Et c'est vrai que lors de cet entretien, il m'a proposé également la voie technologique, donc le bac ST2S. Mhm. Donc j'ai fait 2 journées d'immersion, une en bac pro et une en bac ST2S. Et c'est vrai que je savais déjà que je voulais faire bac pro, mais je l'ai quand même faite cette journée d'immersion en bac ST2S.
Sauf que effectivement, ça s'est confirmé après ces deux immersions. C'est vraiment le bac pro qui était plus intéressant pour moi parce que on m'a dit plusieurs fois lors de ma journée d'immersion en bac pro que les stages étaient avec les personnes âgées, avec les enfants, et donc que vraiment ces périodes de formation en milieu professionnel permettaient de, d'être sur le terrain et de voir les deux publics qu'on pourrait être amené à fréquenter plus tard. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant pour moi. Je voulais ce côté sur le terrain, aller vraiment découvrir les métiers que je pourrais faire plus tard sur le terrain. Ouais, merci, merci de ce partage, parce que c'est vrai qu'en l'alternative dans ta voie qui est le bac technologique ST2S, il n'y a pas de période de stage prévue du tout Non. pour la Mm. première et la terminale. J'imagine qu'on peut les faire pendant les vacances, mais si c'est pas Oui. prévu dans l'enseignement du baccalauréat. Ouais, ok. Merci beaucoup pour ce partage. La slide suivante nous indique. Alors, ce qui est important lorsque l'on veut se déterminer pour la voie professionnelle, mais je dirais pour tout ce qui concerne l'orientation, c'est de savoir anticiper, d'avoir de ne pas se prendre au dernier moment. J'ai vu trop d'élèves euh, au cours de leur année de troisième qui forçaient pour pouvoir aller en voie générale, malgré un avis réservé, qui espéraient toujours, oui, mais je vais mieux travailler, je vais y arriver au lycée, etc., pour justement éviter cette voie professionnelle parce qu'elle est mal connue, peu connue, elle n'a pas forcément les lettres de noblesse qu'elle mérite. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'anticiper, d'avoir cette curiosité d'aller dans les établissements, de discuter avec les professionnels, de faire des stages, même en dehors du stage de troisième, des stages sur les temps de vacances, d'échanger avec les élèves, de faire des immersions, c'est tout à fait possible. Et donc, du coup, ça va permettre de pouvoir de s'adapter. Parce que c'est aussi une voie qui va être adaptée pour des profils d'élèves pour qui les apprentissages purement théoriques, ça va être trop compliqué pour eux. Ils ont besoin de prendre un temps pour apprendre autrement. Et de ce fait-là, ça permet de pouvoir avoir ce temps de réflexion nécessaire. On a anticipé, on est allé voir, on a regardé, on a fait ce temps d'introspection, on réfléchit et après on se dit, bah oui, c'est ça que j'aimerais faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, vraiment vu trop de jeunes attendre le conseil de classe du troisième trimestre avec un avis défavorable pour la seconde GT et se dire, mais maintenant je fais quoi? Je vais dans quelle voie? Je suis obligée de quoi? Et là, c'est le stress. Et on choisit pas forcément ce que l'on veut et on va là où on a de la place. C'est là un petit peu une des problématiques. Et c'est le cas, je pense, pour toute forme d'orientation. On est en plein dans Parcoursup là. Beaucoup sont encore dans cette démarche en se disant, oups là, Parcoursup ouvre aujourd'hui, j'ai jusqu'au 13 mars, qu'est-ce que je mets? Et bien se rendre compte qu'il y a des domaines de métier, il n'y a pas d'autre choix que de passer par la voie professionnelle et qui peut être cette voie d'excellence. Et je pense que la reconstruction de Notre-Dame en est un exemple même. Ce ce cheval de métallique qu'on a vu galoper sur l'eau lors des cérémonies d'ouverture, on a mis en avant toutes nos savoir-être, notre savoir-faire, nos compétences dans des métiers quand même qui sont des métiers d'excellence. Ouais, je pense que c'est important de le dire parce que c'est une voie qui pouvait s'apparenter avant à si tu peux pas faire ça, alors tu feras une voie pro. Alors qu'en fait, ça peut être un vrai choix de voie. Bah, l'automanage Janou vraiment le dit. En fait, ça correspond à des attentes, à des besoins, à des façons de travailler, à une façon d'appréhender ses études, à une façon d'appréhender son avenir qui est très particulière.
Alors forcément, j'imagine qu'il y a plein de cas où c'est vécu comme une déception parce que l'enfant voulait être en voie générale, parce que ses copains le sont, et puis voilà, c'est comme ça que dans sa famille, on a toujours fait la voie générale, et puis personne n'a jamais fait la voie pro, mais en fait, quand c'est subi, j'imagine que c'est plus difficile ensuite d'aller à l'école pendant 2, 3 ans que quand c'est choisi, quoi. Bah, tu vois, Perrine, par exemple, en Allemagne ou en Suisse, la voie d'excellence chez eux, c'est pas la voie générale, hein, Mm, c'est la voie professionnelle. mm, mm. Ouais, c'est intéressant de le dire. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, on va passer au témoignage, mais on n'a pas de slide. T'as pas mis de slide sur l'organisation de tous ces bacs professionnels qui sont proposés. Ils sont organisés par famille, etc. Mais Bah, en en fait, fait, c'est comment est-ce qu'on s'y tellement retrouve? complexe C'est ça. qu'une slide n'y suffirait pas. Effectivement, il y a des... Aujourd'hui, une grande part de ces CAP ou de ces bacs pro ont été classés en famille de métiers. Donc, par exemple, la famille de métiers de la relation client, dedans, on va y trouver les bacs pro du commerce, de l'accueil, de ce genre de choses. Par exemple, le bac pro que fait Nanou, il n'est pas dans une famille de métiers. Il est à part. Il y a les bacs pro des métiers de la restauration, les bacs pro des métiers d'art. Enfin, voilà, c'est pas. Il y a eu une forme de classification, mais si on voulait mettre toutes les familles de métiers, ben en fait, ça ferait enfin, mais c'est vrai qu'il y a une partie, et les établissements scolaires ont souvent, dont certains peuvent avoir par exemple le label lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration. On en a un quand même qui est très célèbre à Ilkirch, Grafenstaden, dans le nord de l'Alsace, qui est un lycée professionnel de l'hôtellerie-restauration de réputation internationale. Mm. Est-ce qu'il y a un site qui les recense, tous ces diplômes, tous ces bacs? Oui, alors soit le site EduScol, D'accord. voilà, où on peut trouver justement tous les domaines de métiers, toutes les familles de métiers. Le site EduScol, c'est vraiment le site officiel de l'éducation nationale sur lequel on va vraiment trouver tous les textes, en tout cas pour tout ce qui est lié à l'éducation nationale. Puis après, il y a tous ceux qui sont liés au ministère de l'Agriculture, au métier d'art, qui vont peut-être dépendre de dispositifs différents. Ok, très clair. Nanou, tu as déjà parlé à plein de reprises, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager avec les parents qui nous écoutent? Oui, alors il y a une chose qui a été très difficile pour moi quand je connaissais pas encore très bien justement la voie professionnelle. C'est les a priori qu'on peut avoir sur cette voie. J'ai toujours été une élève plutôt bonne en cours. J'ai des bonnes notes. Et c'est vrai que on m'a souvent dit que la voie professionnelle, c'était pour des gens voilà, qui n'avaient pas envie de faire des cours, qui avaient pas d'autre choix. Et on me disait que c'était pas pour moi, que ça me correspondait pas. euh, voilà, des préjugés qui me freinaient finalement dans ma démarche d'en apprendre plus sur cette formation. Et c'est vrai que grâce à Christine, j'ai pu explorer un petit peu ces différentes possibilités en lycée pro. Et c'est vrai que j'ai vraiment bien fait de faire ces immersions dans plusieurs lycées pour plusieurs bacs pro. J'ai fait des portes ouvertes aussi. Et c'est vrai que voilà, j'ai découvert une voie qui me correspond à 100%, bien plus que la voie générale. Mais c'est aussi parce que ça a été anticipé. Nanou, elle a pris le temps de se poser, on a fait un bilan d'orientation, on a vraiment recherché ensemble, enfin, euh, qu'est-ce qui pouvait lui Ouais. correspondre. Est-ce que c'était l'opportunité est-ce qu'il fallait retourner en voie générale? Est-ce qu'il fallait aller en voie technologique, en voie professionnelle, mais laquelle? Et toujours cette question, pourquoi on fait les choses? Dans quel objectif? Mm. C'est clair que voilà,
c'était les métiers du soin qui ressortaient. OK, quel métier du soin, de quelle manière et par quel parcours? Parce que ben, après son bac pro, elle peut très bien continuer faire une formation dans la puériculture en tant que AP, aide-soignant, rejoindre une école d'infirmière ou un IFSI, hein. Il y a une part des élèves qui vont rejoindre les IFSI. Ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent très bien le milieu professionnel, ils y ont Oui. été. Donc, ils ont de bonnes compétences techniques, de connaissances du terrain, peut-être un peu moins dans la théorie, mais ils vont le rattraper. Donc, Mm. l'élève qui aura fait une voie générale et qui se retrouvera à l'IFSI va retrouver Nanou qui aura fait une voie professionnelle et qui se retrouvera à l'IFSI parce que ça correspond à son projet, parce qu'elle a ses compétences, parce que elle a cette motivation, si c'est ça qu'elle a envie, par exemple. Mm. J'ai lu que la voie professionnelle concernait 20% des bacheliers, donc ça fait quand même une belle proportion des bacheliers en France. Euh, je voudrais aussi préciser peut-être aux parents que à travers justement l'outil Parcoursup, depuis cette année, ils ont la possibilité de voir quelle part de bac professionnel sont pris dans les formations visées. Donc ça, ils peuvent le voir. Il y a d'autres outils comme Subtracker qui permettent aussi de l'anticiper. Mais voilà, donc en tous les cas, il y a aussi le moyen déjà d'aller voir, peut-être que c'est pas encore votre sujet d'aller voir ce qui se passera après le bac. En tous les cas, vous avez la possibilité dans Parcoursup et d'autres outils de voir quelles sont les parts de bacheliers en voie professionnelle qui sont pris dans les formations que votre enfant aurait envie de tenter. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Christine Delano? Oui, alors moi je dirais que un CAP, ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie. Voilà, je vais donner juste un petit retour d'une élève que j'ai accompagnée l'année dernière, qui était une très bonne élève en sortie de troisième, mais qui avait une passion, la verrerie. Et elle voulait tout de suite s'orienter en CAP verrier, sauf que elle n'était pas tout à fait prête pour quitter le département parce que ça voulait dire quitter l'Alsace, puisque les verreries se trouvent en Moselle. Et à côté de ça, ben, comme elle avait un côté assez artistique, elle est partie en bac STD 2A. Et son CAP, elle va le faire plus tard. Mais voilà, si vous voulez, elle a vraiment construit son parcours en toute connaissance de cause, parce qu'il y a eu ce temps d'anticipation, de réflexion, de connaissance qu'elle avait peut-être pas pu trouver quand elle en avait eu besoin. D'où ce temps d'anticipation qui est important. Mm, 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 mm. Voilà. Nanou, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais sur le temps d'anticipation, oui, c'est vrai que moi, il m'a fallu un an donc, pour être sûre de ce que je voulais. Au début, c'est vrai que quand on sort de la voie générale et qu'on n'a pas de projet derrière, c'est compliqué de s'imaginer ce qu'on va faire après. Mais pouvoir prendre ce temps, avoir l'opportunité de prendre le temps de, de se questionner sur vraiment qu'est-ce qu'on veut faire précisément, c'est important. Et surtout de pouvoir tester des choses en faisant des immersions, en faisant des portes ouvertes, en se renseignant sur qu'est-ce qui vraiment peut correspondre à ce que je veux. C'est vrai qu'au début, quand je commençais à me renseigner un petit peu sur les bacs pro dans le métier, dans le domaine du social, d'abord j'avais deux bacs en tête. C'était donc le bac pro AEPA, qui est plus un bac pro dans l'animation, toujours avec les personnes âgées et les petits. Donc c'est un bac pro animation. Et le bac pro ASSP qui est plus centré sur les soins. Et au début, je voulais donc faire le bac AEPA, donc dans l'animation. Mais c'est vrai que en me renseignant, en allant dans les lycées qui proposaient ce bac-là, je me suis rendu compte que ça ouvrait moins de portes par la suite. C'est-à-dire que voilà, c'était
uniquement de l'animation et ça ne me permettait pas de faire des métiers, par exemple, comme aide-soignante ou infirmière ou aide-puéricultrice, etc. Donc c'est vrai que prendre du temps pour mieux cibler ce qu'on veut faire, c'est très important. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et puis, je pense qu'il est aussi important, chaque parcours est personnel. Ce qui va convenir à l'un ne va pas convenir à l'autre. Exactement. Et si on peut un petit peu permettre aux jeunes de sortir ou aux familles hein, des a priori ou des choses toutes faites, où il avait ce dossier, il a fait ça, oui, d'accord, mais non, pour toi, c'est pas ce profil-là. Il y a vraiment, je crois, cette démarche d'aller voir par soi-même, de se rendre compte, effectivement, ce sera fait pour moi ou ça ne l'est pas. Mais ça ne, pour moi, ce n'est pas valable que pour la voie professionnelle, c'est valable pour tout. Hein. Voilà, j'allais dire, c'est aussi valable pour les autres, oui, bien sûr. Exactement. Mm. Ouais. Se faire sa propre opinion. Ouais. Ouais, c'est important. Avant de conclure et passer à vos questions, je voulais juste vous rappeler que, effectivement, en dehors de la voie professionnelle sur laquelle on a la chance d'avoir ce webinaire et pas beaucoup d'autres contenus, vous avez sur Azimut la possibilité de vous renseigner, vous en tant que parent, sur toutes les autres étapes nécessaires pour constituer un dossier d'orientation adapté à votre enfant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble des contenus, puis la newsletter, le calendrier, etc. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas toutes les deux de votre présentation, de votre témoignage. C'était, je pense, hyper précieux pour l'ensemble des parents. Donc merci beaucoup à vous tous, à toutes les deux. On va prendre les questions. Alors attendez, je suis perdue dans ma projection. Je ne sais même plus enlever ma projection. Donc pour l'instant, bon, je la laisse là, hein. J'ai vu quand même qu'il y avait des questions. Alors, est-ce qu'il est possible, quand on commence un bac pro dans une certaine voie, de changer de voie après la seconde si l'élève ne s'y plaît pas, ou est-ce qu'on doit recommencer une seconde? Alors, c'est tout à fait possible si ça reste dans les mêmes domaines de métier. Mais par contre, il arrive parfois qu'il y ait des domaines, qu'il y ait des enseignements professionnels qui n'aient strictement rien à voir. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Ok, donc c'est a priori, c'est quand même pas forcément fait pour ça. Une fois qu'on est rentré dans une voie, la réflexion, elle doit s'être faite plutôt avant. Elle doit, elle doit se faire au préalable, mais cela dit, il peut y avoir des passerelles possibles, et ça, c'est vraiment, c'est aussi une question de motivation, en fonction des résultats du jeune dans ses enseignements généraux et professionnels, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, pour l'obtention du diplôme, par exemple, que ce soit le CAP ou le bac pro, c'est pas d'avoir la moyenne dans l'enseignement général et professionnel ensemble, mais c'est impératif d'avoir la moyenne dans l'enseignement professionnel. Un élève qui n'a pas la moyenne dans sa voie professionnelle, dans ses matières professionnelles, même s'il a un 15 en matière générale et un 8 en matière pro, il n'aura pas son diplôme, puisque c'est un diplôme professionnalisant qui permet d'exercer déjà un métier. Mm, Et c'est valable pour le CAP, comme pour le bac pro, comme tout ce qui est en lien avec le professionnel. mm, ok. La sélection en entrée bac pro, une personne posait la question en disant, j'imagine qu'il y a un nombre de places limité. Comment se fait la sélection entre les élèves? Ben, alors, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de chef d'établissement, le taux de pression, qui est vraiment variable d'une année à l'autre, d'une période à l'autre, et en fonction d'un petit peu de l'évolution des métiers. Il est clair que, comme ce sont des enseignements professionnels dont certains demande de travailler avec des machines, par exemple, ou dans des laboratoires donc, qui sont contingentés d'un point de vue sécurité, on ne peut pas dépasser un certain nombre d'élèves. Donc, effectivement, bah, après,
de rejoindre le public ou le privé, c'est pas tout à fait la même démarche. En tout cas, dans le public, on passe par Affelnet, on demande, ça ne veut pas dire qu'on obtient. C'est comme pour Parcoursup, on demande, ça ne veut pas dire qu'on obtient. Tout dépend du nombre d'élèves qui vont demander, de leur motivation, s'il y a besoin d'avoir un projet motivé, par exemple. Mm. Et Ok. donc, les affectations, les familles les reçoivent juste après le DNB. Et effectivement, il peut arriver que des élèves se retrouvent sans affectation. Et dans Et ce cas-là, là, ben, mhm. alors là, c'est la perversité du système. Donc, soit l'élève, on lui propose un autre domaine de formation. S'il a plus de 16 ans, il n'y a plus d'obligation de formation, mais il y a plus d'obligation de scolarisation, mais de formation. Et là, bah, ma foi, à lui de se trouver un établissement scolaire. Et s'il a moins de 16 ans, eh bien, et qu'il n'y a pas plus de place en voie pro, il arrive qu'on demande à des élèves de refaire une classe de troisième. Mm, 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 mm. Ok. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps d'anticipation et de ne pas attendre le troisième trimestre d'avoir les résultats du conseil de classe. Surtout que dès l'instant où on a un avis réservé pour une seconde générale, il faut vraiment se poser la question, est-ce que cette seconde générale, elle est vraiment faite pour moi? Mm. Ok. Il y avait la situation d'un enfant qui est en terminale, qui envisage un CAP en alternance ou un BTS en alternance, qui est perdu. Alors c'est difficile de répondre et j'espère que vous aurez peut-être trouvé des informations dans ce qu'on a dit. Je suis pas certaine si vous voulez peut-être parler directement et exposer la situation. euh, bah, n'hésitez pas à le faire là. Oui, je vous donne la parole. Je ne sais pas comment vous appelez. Je vois un nom qui n'est probablement pas un prénom. Je vous en prie. Campanachi. Si vous voulez ouvrir votre micro et nous exposer la situation, je vous donne la parole, mais il faut que vous ouvriez votre micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Voilà, ça y est, bonsoir. 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 Euh, oui, en fait, je suis la maman d'un élève qui, pareil, en seconde, donc est allé en seconde générale, ne s'y sentait pas très bien. On a hésité à bifurquer sur la voie professionnelle. Il a continué en général, il continue en général. Euh, Ça se passe toujours pas bien, donc c'est très difficile. Et là, c'est certain qu'il va essayer de faire un BTS en alternance. Justement pour retrouver tous les besoins, le côté concret dont il avait besoin déjà en seconde. Mais par contre, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, comme en troisième, en terminale de la même façon, ils envisagent des métiers où ils ont une partie qui est du fantasme et il y a la réalité. Et c'est vrai que c'est deux mondes à part, en fait, ce que le gamin pense du métier, ce qu'il va découvrir, et on leur demande de s'orienter sans qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent faire, quoi. Et c'est aussi difficile à 14 ans, à 17 ans, ben là, c'est encore la même chose, et il n'y a pas de... Alors, l'immersion, les salons, là, il est sorti, il est allé aujourd'hui en immersion. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'être ça. Et c'est très, très compliqué pour les jeunes. Donc, encore quand ils ont 15 ans, et comme après à 17. Voilà, donc c'est un petit peu un témoignage, et c'est de dire l'enfant est perdu, et pour l'accompagner, c'est pas facile non plus en tant que parent. Entre nos propres craintes, nos propres peurs, et le fait qu'ils sont aussi très, très jeunes, et en fait, ils ne se connaissent pas, et c'est pas encore très bien défini tout ça. Donc, c'est effectivement. Bah, vous n'êtes pas seul Ouais, je sais bien. à avoir des difficultés.
avec l'orientation de votre enfant, hein. Ça, c'est déjà, effectivement, c'est compliqué quand les enfants ont pas de certitude et pas d'envie particulière. C'est compliqué, oui. Christine, qu'est-ce que tu peux ajouter, toi, pour... Bah, alors, je dirais, vous disiez que c'était pas facile de s'orienter à 15 ans, à 17 ans. Moi, je rajouterais que c'est pas facile à 20 ans, à 30 ans, à 40, quand on en a marre de son métier. Je crois que c'est tout au long de la vie, puisque enfin, j'en suis persuadée, l'orientation pour moi, elle commence à 15 ans, elle se termine quand on a fini notre parcours professionnel. Surtout aujourd'hui, avec l'évolution de la façon de travailler, l'arrivée de l'IA, etc. Cela dit, je pense que c'est comme pour tout, ça demande de la réflexion. Quand c'est un adulte qui veut changer de boulot, on va lui proposer un bilan de compétences. Il prend un temps, il s'assoit, il réfléchit, il fait un état des lieux, il apprend à se connaître, à dire qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime pas. Et à 15 ans, à 17 ans, enfin, Nanou l'a fait, on peut déjà savoir euh, qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce, à quoi est-ce qu'on a besoin, vers quoi on, peut-être pas le métier aujourd'hui, on peut plus, aujourd'hui on oriente plus par des domaines que par un métier précisément, parce que les choses, ils vont les découvrir au fur et à mesure. Donc, pour ça, un bilan d'orientation, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à faire avec le jeune et le faire avec une personne qui n'est pas le parent. Je n'ai pas orienté mes enfants parce qu'on n'a pas l'affect. On est neutre quand on est là pour aider le jeune à réfléchir. Je ne sais pas ce que tu en Oui, penses, Nanou. oui, pour avoir fait le bilan avec Madame Schmuck, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à cibler ce que je veux. Ou ce qu'on ne veut pas. Oui, exactement, oui. Et par rapport à l'histoire de faire un CAP ou un BTS, bah, j'ai eu le cas d'un jeune homme qui avait fait un bac général comme votre fils, qui était parti en licence de AES parce qu'il savait pas du tout, mais pas du tout quoi mettre, un élève plutôt moyen. Et au bout d'un mois, il a arrêté. Et donc, bah, ses parents lui ont dit, OK, tu arrêtes, mais tu ne restes pas sans rien faire. Donc, bah, il a travaillé. Et en parallèle de ça, il est venu, voilà, on a travaillé son projet, on a fait un bilan. Et puis au fur et à mesure des séances, il me dit comme ça, ah ben moi j'ai une passion avec mon grand-père, on dessine des montres et mon grand-père collectionne des montres. Et puis on a, voilà, c'est resté dans un petit coin et on a fait des tests, etc. Et effectivement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêcherait de partir dans ce domaine de métier? Et on a creusé, on a regardé tous les métiers qui sont possibles au travers de l'horlogerie. Mais c'est incroyable, mais je pensais jamais qu'il y avait tout ça. Entre la réparation, la fabrication, la conception, la vente, le, le, comment je dirais, Green, toi qui as travaillé là-dedans, aide-moi. Euh, Par rapport aux marques, les les contrefaçons, enfin voilà, il y a il y a plein de choses à faire. Et il est allé faire comment on appelle ça? Un essai en Suisse, dans une école suisse d'horlogerie, et eux, ils commencent par la base. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, il m'a envoyé un petit message pour me dire que, bah voilà, il est entré en formation, ça lui plaît énormément, il est vraiment à sa place. Et donc voilà, il commence par le CAP horloger. Alors c'est vrai que nous, le fait d'être à côté de la Suisse, ça peut être une possibilité. En tout cas, voilà, il avait regardé aussi le fait de se former par apprentissage. La difficulté avait été de trouver un, un- un maître d'apprentissage. En tout cas, voilà, vous voyez, mais ça a ça a vraiment découlé d'une démarche. Et je pense que ça, c'est pas propre juste pour votre enfance, c'est propre pour toute forme d'orientation finalement. Donc parfois, plutôt que de demander une formation et puis d'arrêter au bout d'un mois,
est-ce qu'il ne faut pas prendre ce temps où, vous savez, par exemple, dans les métiers, dans les pays du Nord, ils le font, hein, une année de césure, et ils font des stages, ils travaillent, ils apprennent à se chercher, et puis ensuite, bah, ils remettent le pied à l'étrier, ils se forment. C'est c'est aussi un choix et c'est aussi quelque chose de possible et d'envisageable. Enfin, de mon côté, en tout cas, moi, je suis ouverte à toutes ces propositions. Oui. Il avait demandé au départ, comme il aime la chasse, il est passionné de chasse. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il me parlait de armurier. Donc, on est allé à l'école d'armurerie à Saint-Étienne. Et puis après, bah, d'un seul coup, non, je veux plus faire ça. Donc après, j'ai eu droit à menuisier et maintenant j'ai plombier. Et en fait, Oui, j'ai en tout cas, changé. il lui faut quelque chose de concret. Et si Tout vous à fait. voulez, les études, c'est vraiment la fin de l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg. C'est vraiment important de travailler tout ce qu'il y a avant. Et la Mm. connaissance de soi, enfin, je ne sais pas, Nanou, ce que tu en penses, Ouais. je trouve que pour moi, c'est vraiment la Mm. base de tout. Oui, oui, mais quand je lui en parle, il me dit, ou là, quand je vous écoute, lui, il n'écoute pas. Et il me dit, non, mais moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. Voilà, donc, ok. Moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, je comprends. Enfin, Alors, soit effectivement, il est très mature et dans sa tête, il sait exactement, mais j'ai pas l'impression, surtout quand ça change un petit peu d'avis tous les 15 jours, quoi. Donc, et quand je lui parle de bilan de compétences ou quand je lui demande tu veux faire ça, tu veux être accompagné, il y a un refus. Voilà. Donc, on C'est va clair. avancer comme on peut. Oui, oui, tout à fait, chacun a son rythme et il n'y a pas de règle dans tout ça. Ouais. Mais En tout après, cas, merci beaucoup. peut-être lui montrer ce que c'est que, enfin, on fait des séances découvertes, rencontrer une personne qui va lui expliquer vraiment ce que c'est. Et quand c'est expliqué par une tierce personne et pas par les parents, c'est Ouais, pas ça tout passe à mieux. fait la même chose. En tout cas, merci beaucoup. Et Super. merci Perrine aussi. Merci à vous, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les parents qui nous écoutent aujourd'hui? Non, pas d'autres questions. J'ai envoyé le lien sur le webinaire, le replay des bacs technologiques. Voilà, ça c'est la possibilité que vous avez pour comparer, effectivement, et vous avez plein d'autres infos sur le site. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se séparer ici. Merci Christine, merci Nanou, merci Merci. infiniment de ce webinaire que je désirais mettre en place depuis très longtemps. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Et Nanou, c'était une première. Tu ouvres la voie, j'espère, à d'autres témoignages de jeunes parce que je trouve ça très enrichissant. J'imagine que vous, les parents, vous avez aussi apprécié d'entendre non seulement l'experte, mais aussi celle qui vit de l'intérieur au quotidien depuis quelque temps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Christine et Nanou, et à tous. Merci. Bonne continuation. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir, Perrine. Au revoir. Au revoir.